Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast. J'aurais pu me lancer dans un truc facile, à 3 jours des vacances, avec ma cervelle au bord de la surcharge pondérale, parler de mon aspirateur et vous donner envie comme ça de claquer vous aussi 300 boules pour ne plus vivre le ménage comme la pire des corvées du monde. Mais non, allons-y plutôt pour un sujet bien casse-gueule, les enfants et les écrans. Si vous me suivez depuis le début de ma vie de maman, vous savez que nous avons une position assez libérale au sujet des écrans. Comme pour toutes nos autres décisions éducatives, nous avons avant tout fait le choix de la tempérance. Nous connaissons ce qui était jusqu'à la semaine dernière encore les seules recommandations officielles. Elles étaient on ne peut plus simples à retenir. Pas d'écran avant 3 ans. Et nous connaissons les risques. Un enfant complètement con. Non, plus sérieusement. Un enfant agité qui développe moins vite ses capacités psychomotrices, langagières ou émotionnelles. Et au milieu de tout ça, nous avons décidé de tenir une ligne médiane, de ne pas faire de la télé une sorte d'happy hour perpétuel dès qu'on se retrouve à la maison à devoir se coltiner notre marmot, mais ne pas non plus la diaboliser. Au contraire, nous avons voulu en faire une alliée. Nino approche désormais des 4 ans et il est parfois agité, mais pas plus que ce que son âge exige. C'est un enfant actif, très actif même, mais pas turbulent. Et surtout, à côté de ça, il se fait souvent posé et attentif. Je pense sinon que mes vlogs audio ne laissent que peu de doute quant à ses capacités langagières et il comprend parfaitement le monde qui l'entoure. Alors je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialiste du cerveau, je suis simplement maman et instite, et fervente adepte, comme je l'ai dit, de la tempérance et de la non-généralisation. La télé ne fabrique pas fatalement des couillons, et le bannissement des écrans, par contre, ne garantit pas le caractère calme des enfants. Dans mon métier, j'ai souvent observé ces deux tendances, c'est sûr, mais aussi des contre-exemples à l'appel. Des enfants biberonnés à la télé, d'ailleurs j'ai moi-même fait partie de ceux-là, qui étaient par ailleurs très calmes et très vifs d'esprit, et d'autres qui n'avaient pas été confrontés à une seule minute d'écran de toute leur vie, et qui étaient pourtant de vraies cocottes minutes. D'ailleurs, la toute récente publication conjointe des 3 académies, Académie des sciences, Académie de la médecine et Académie des technologies, titrant sur une vigilance raisonnée envers les technologies numériques, s'articule très clairement autour de ces notions de tempérance et de discernement. Cet appel, dont j'ai mis le lien dans la barre d'infos, explique les dangers principaux des écrans. Il ne les nie pas, il ne les minimise pas, mais il insiste aussi sur le fait qu'il ne suffit pas de bannir les écrans du quotidien de l'enfant pour en faire un petit être équilibré et épanoui. Et il interpelle sur le fait que cristalliser les soucis comportementaux d'un jeune enfant sur les écrans, c'est aussi faire l'autruche sur tout le contexte sociologique et psycho-affectif qui est pourtant le truc central. Voici un premier extrait de cet appel, un paragraphe qui résume très bien le propos général. Une des principales questions qui se pose est de savoir si l'utilisation excessive des écrans peut engendrer une véritable addiction comportementale. Cette notion doit être abordée avec précaution car elle répond à une définition médicale précise, réservée à des pathologies particulièrement lourdes. En outre, ces addictions comportementales caractérisées sont souvent associées à des troubles psychiatriques comorbides tels que la dépression, l'anxiété, les phobies ou les troubles de la personnalité. L'appréhension de cette question est compliquée chez l'enfant et l'adolescent en raison de la diversité des contextes psychologiques et des situations individuelles. Et plus loin, toujours dans ce même texte, c'est pourquoi les campagnes alarmistes axées sans distinction sur les dangers des écrans ne risquent pas seulement de faire ignorer aux parents et aux éducateurs les avantages potentiels des technologies numériques, largement argumentés à ce jour, elles risquent aussi de faire oublier les véritables déterminants de la santé mentale et l'importance des problèmes sociaux. La fracture entre ceux qui sont préparés à bénéficier des apports du numérique et ceux pour lesquels celui-ci peut aggraver des difficultés préexistantes constitue aujourd'hui un problème de justice sociale autant que de santé publique. Et enfin, il est difficile de départager ce que serait d'une part la possible nocivité intrinsèque des écrans pour les jeunes enfants et d'autre part des pratiques parentales inadaptées dont la gestion des écrans ne serait qu'un aspect parmi d'autres. L'objectif n'est pas seulement de limiter l'accès aux écrans, sauf dans une large mesure chez les plus jeunes enfants, mais de toujours en accompagner une utilisation raisonnable et raisonnée. Après, oui,
On peut toujours questionner les protagonistes qui nous fournissent l'information, mais pour ma part, ma défiance ira toujours davantage vers un charlatan comme le docteur Ducanda, que vous n'aurez qu'à googler si vous voulez juger de la controverse qui entoure ces diverses publications, qu'envers les fucking académies des sciences de la médecine et des technologies réunies. On parle quand même un petit peu de l'élite de la recherche là. Donc, à moins d'être complotiste dans l'âme et de penser que même les autorités scientifiques ont pour but de nous asservir intellectuellement, on peut raisonnablement se dire que l'utilisation raisonnable et raisonnée est une bonne base de départ à nos propres réflexions éducatives au sujet des écrans. À partir de là, je pense que ce qui est important, c'est avant tout de réfléchir au but des décisions qu'on va prendre. Pourquoi autorise-t-on ou interdit-on les écrans dans nos vies ? Pourquoi dose-t-on de cette façon et pas un peu plus ou un peu moins ? À quoi voulons-nous aboutir ou ne surtout pas aboutir ? À quoi aspirons-nous pour nos enfants ? À cette question, il existe des parties de réponse assez universelles, je pense, qui parlent de bonheur, d'épanouissement, d'ouverture sur le monde. Mais la façon dont chacun ensuite va décliner ça au sein de son foyer est unique. Chez nous, on a toujours pensé fermement que la télé a la possibilité d'être un vrai outil pour élargir les horizons de Nino, soit en lui apportant de nouvelles connaissances adaptées à son stade de développement, soit en nourrissant son imagination. Mais on avait aussi certains points de vigilance solidement vissés à l'esprit depuis le début. La télé devait être un prolongement de l'ouverture sur le monde que nous offrions à Nino au quotidien de manière concrète. Élargir des horizons, oui, mais pas devenir le seul horizon. La télé pourrait lui apprendre des choses à l'unique condition qu'il ait l'occasion d'en apprendre d'abord bien plus par notre biais et par le biais de vrais moments dans le vrai monde, de vraies interactions dans ce vrai monde, celui de la maison, celui du jardin, celui de la campagne autour de nous, celui de nos petits voyages. Quant à l'imagination, nous voulions veiller à ce que la télé la nourrisse bel et bien et qu'elle ne l'anesthésie pas au profit d'une sorte d'abrutissement passif. Concrètement, donc, Nino a commencé à regarder un peu de télé un peu avant ses 2 ans. Nous n'avons jamais eu de chronomètre à la main et ça n'était pas une routine quotidienne, mais un petit épisode de Simon ou de Peppa Pig ici ou là, ça faisait 6 minutes, ça semblait raisonnable. Pour Umizoomi, par contre, on a dû se questionner un peu plus. Les épisodes faisaient 22 minutes et Nino n'avait toujours pas 3 ans et pourtant c'est le dessin animé qui l'a le plus captivé et je pense aussi qui lui a le plus appris. C'est un programme très bien conçu, il apprend la numération, la géométrie et le repérage dans l'espace aux tout jeunes enfants par le biais de petits défis, de petits jeux intégrés à l'histoire. Et c'est clairement grâce à ce dessin animé que Nino a su compter très vite, très loin. Et aussi qu'il a su reconnaître et nommer des formes géométriques complexes, genre à 3 ans, il identifiait les losanges, les trapèzes et les hexagones. Et ça n'était pas de la mémorisation, ça n'était pas une régurgitation mécanique de choses qu'il aurait intégrées de manière passive. Encore aujourd'hui, il nous arrive régulièrement de nous étonner au détour d'une conversation avec lui de telle ou telle chose qu'il sait, qu'il comprend et qu'il nous explique. Et quand on lui demande où il en a entendu parler, il nous cite l'épisode précis de tel ou tel dessin animé. Mais attention, ça n'est pas de la magie non plus. La télé n'est pas une magicienne qui fait rentrer le feu de la connaissance dans l'esprit de nos enfants. Elle doit rester un outil parmi d'autres, à mon avis, et parmi une large panoplie. Et si elle se substitue à tout le reste, et surtout à la communication réelle et fréquente avec les parents, avec les adultes, la magie se transformera en sorcellerie, voire en diablerie. Je suis certaine que la télé a apporté des choses très positives à Nino dans son développement, uniquement parce que nous en avons contrôlé l'usage, mais surtout le contexte. Au fil de son évolution, et quel que soit le temps qu'il passait devant la télévision, 6 minutes de ci de là au début, une bonne heure certains jours, maintenant, pas tous les jours, mais parfois même plus, de façon très exceptionnelle et dans des contextes très ponctuels. Quel que soit donc ce temps passé devant la télé, on a constamment veillé à ce qu'il en passe toujours beaucoup plus à faire d'autres choses. Jouer dehors, dès que la météo le rend possible, pour faire ces 1001 choses qu'être en plein air permet. Et quand il fait trop froid ou trop mouillé ou juste qu'on n'a pas envie, dans sa chambre avec son père ou avec moi ou tout seul, lire, dessiner, coller, découper,
pâte à modeler, jouer. Jouer avec des jeux alambiqués et sophistiqués ou avec, comme ça, un vieux brol, on sait même plus ce que c'est, un bout de plastique tout pété qui deviendra alors un canon à météorites ou une piste de lancement. Du coup, dans ce contexte, à nos yeux, la télé devient une activité à part entière qui a le même statut qu'une autre. Donc, soit on la regarde vraiment, soit on fait autre chose, vraiment. Elle n'est pas une présence, on ne la laisse donc pas allumée pour rien ni personne. Et surtout, on ne la laisse pas allumée parce qu'on ne veut pas risquer que Nino tombe par inadvertance sur des contenus qu'on n'aurait pas choisis. Des publicités dont on ne connaîtrait pas à l'avance la teneur, ou des chaînes d'actualité diffusant des images possiblement choquantes. Les dessins animés et les petits documentaires qu'on choisit pour Nino sont sur Netflix uniquement. On allume, on en regarde 1 ou 2, ou 6, et on éteint. Si on veut voir de l'info ou des couillonnades décérébrées, pour nous, on le fait quand il dort. À côté de ça, Nino n'a pas accès à nos smartphones. Nous n'avons pas non plus de tablette, donc ces points-là sont vite réglés. Sur PC, par contre, je le laisse jouer à quelques minutes de Candy Crush. Mais j'ai failli tomber dans un piège. On s'était embarqué dans une routine, ça devenait quotidien. Il était super fort, et il l'est toujours. Il a de vraies stratégies selon les niveaux, comme un adulte. Alors ça impressionne au début et ça flatte la fierté parentale. Du coup, je le laissais jouer peut-être un peu plus que de raison. Mais alors ça a été flagrant. Il était beaucoup plus agité les soirs où il y avait eu un peu trop de Candy Crush dans la journée. Alors on a démystifié et désystématisé le truc. Et quand il y joue maintenant, c'est 10 minutes maximum. On avait basculé, oui, quelque temps du côté de l'écran est une nounou et tant pis si ça excite ou abrutit mon enfant, voire les deux. Et on n'était plus du tout du côté l'écran, quelle belle activité choisie et dosée qui l'enrichit. Du tout. Alors je sais que si on a pu redresser la barre, c'est parce que nous avons de la chance. Nous avons de la chance d'être 2 déjà dans le foyer pour s'occuper d'un seul enfant. Et de la chance aussi d'avoir mes parents à proximité, par exemple, qui ne demandent qu'à prendre leur tour au moins 1 fois par semaine. Ça en fait des gens disponibles pour lui, pour Nino, pour faire des activités autres que les écrans. Il y a certains contextes familiaux par contre qui font que c'est moins facile. Et c'est pour ça qu'il est crucial, à mon avis, de ne pas diaboliser la télé. Parce que si on a besoin parfois que la télé puisse garder son enfant, ce dont on peut se passer en revanche, c'est qu'un innocent ou même pleine se pointe la bouche en cœur pour nous rappeler que c'est mieux de passer du temps de qualité avec son enfant pour qu'il recharge ses réservoirs émotionnels. On le sait, bordel. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas. Alors si quelqu'un nous veut vraiment du bien, plutôt que nous dire à quel point on fait de la merde, il nous aiguillera sur d'autres solutions. Mais en attendant que cet évangéliste salvateur ne se pointe, on peut aussi mettre son enfant face à des écrans sans se flageller chaque soir dès qu'il dort à coups d'ortie fraîche. La règle d'or me semble alors d'abord d'avoir vu, tout simplement, tout ce qu'on va mettre sous les mirettes de notre rejeton, ou de le regarder en même temps que lui la première fois, juste pour vérifier qu'il n'y a rien qui ne serait pas adapté, qu'il n'y a rien qui risque lui faire peur, qui risque provoquer des sentiments négatifs. Et puis, avoir vu les épisodes de cette saga au suspense haletant qu'est Peppa Pig, ça permet l'air de rien aussi de parler avec lui après de ce qu'il a pu voir. Donc même si on l'a laissé passif face à son écran pendant 30 minutes, après coup, on raccroche ça à du concret, à du réel, en parlant de ce qui est arrivé au personnage dans l'épisode et en faisant des parallèles avec son vécu d'enfant et en riant avec lui, même si on n'était pas dans la pièce à côté pendant la diffusion. Et puis à ce moment-là, on crée du langage, on crée du partage, on crée du concret. Et c'est là qu'un gamin de 2 ans fixe le mot trapèze et sera capable de le réinvestir à bon escient. Autre point qui me semble important, comme je l'ai développé auparavant, c'est que si on laisse l'enfant passer beaucoup de temps devant la télé, on doit essayer au mieux ensuite, à un autre moment dans la même journée ou dans la même semaine, de lui en faire passer plus encore à s'occuper autrement et sans écran. Enfin, dernière règle personnelle, il n'y en a que 4 au final, c'est peu, mais autant qu'il y en ait moins, mais qu'on réussisse à s'y tenir vraiment, parce qu'on en est vraiment convaincu. Dernière règle personnelle, c'est d'appliquer nous-mêmes adultes le discours que l'on tient à nos enfants par rapport aux écrans. Doser notre usage des écrans en présence de nos enfants. Ah,
Et j'en rajoute quand même une petite dernière, mais avec ma casquette d'instit cette fois. Jamais, jamais, jamais de télé ou d'écran avant d'aller à l'école. Jamais. Voilà. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Je rappelle que je ne suis pas médecin et que je n'ai donné aucune règle. Je n'ai partagé aucune vérité universelle, j'ai simplement voulu partager notre réflexion sur le sujet des écrans. Réflexion que nous déconstruisons et reconstruisons en permanence en famille. Et surtout, j'ai eu à cœur de proposer un discours un peu différent de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, de la bienveillance autoproclamée. Un discours qui sera guidé par la tempérance et par le discernement. De toute façon, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, on peut essayer, tâtonner, recommencer, jusqu'à trouver son credo, jusqu'à fixer son choix éducatif. En attendant, on ne va pas tuer notre enfant à coups de Peppa Pig, au pire assassiner 2-3 connexions synaptiques, pas plus. Chaque famille est différente, chacun ajustera donc selon son contexte, sa routine, son quotidien, son unicité. Chacun trouvera en ce qui concerne les écrans, comme tout le reste, son propre équilibre. Le chercher, c'est déjà pouvoir être sûr qu'on n'a pas échoué dans les marécages de l'irrécupérable. Quand on cherche à faire mieux, on s'informe, on progresse, on essaie. Parfois on se plante, mais on rectifie et on avance. Nier les dangers des écrans serait dangereux, mais si on les connaît et qu'on les prend en compte, il y a 1000 façons de composer avec. Le bannissement total en fait partie, mais ça n'est pas la seule. Ceci étant dit, si vous avez trouvé mon propos intéressant, peut-être utile même, n'hésitez pas à le partager par mail sur vos réseaux sociaux ou par n'importe quel moyen qui vous passera à l'esprit. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles publications. Et en attendant, soyez sages.